Bonjour les petits moulitrons, nous sommes le samedi 9 août 2025 et suite au live d'il y a 2 jours, un live génial que vous pouvez écouter en plusieurs fois parce qu'il est super long, un live qui était en termes d'image et de son beaucoup plus riche que d'habitude. Ah, il faut l'écouter celui-là. Je sais que personne n'a remarqué que ce live existait parce que je ne l'avais pas annoncé et que sur YouTube, les lives, il faut aller les chercher dans un onglet à part, mais ça vaut le coup que vous l'écoutiez. Bref, suite à ce live, disais-je, je vous fais un petit cours sur les calculs en virgule fixe. Et non, ça va pas être compliqué à suivre. Sachez que c'est la reformulation d'une explication que j'avais donnée dans le live de jeudi. C'était pas un live technique, mais il y a bien eu un ou deux petits moments où on a parlé un peu technique et j'ai improvisé une explication sur ce sujet. L'improvisation vaut ce qu'elle vaut. Donc aujourd'hui, je refais ça en plus propre. Plaçons-nous dans un repère dont les axes sont en général orientés de cette façon-là. Petite particularité, les coordonnées x et y sont soit celles d'un point au sens mathématique du terme, autrement dit un truc dont la dimension vaut 0, auquel cas x et y sont des nombres réels quelconques, ce ne sont pas du tout nécessairement des entiers par exemple. Mais x et y peuvent aussi être des coordonnées de pixels parce que on va considérer que ce repère-là est le repère d'un écran sur lequel tourne un jeu qu'on est en train de coder. Donc, l'origine du repère, en fait, c'est le coin supérieur gauche de l'écran. Eh bien, quand ces coordonnées x, y sont celles d'un pixel, à ce moment-là, elles sont forcément des nombres entiers. On va supposer que sur notre écran, on a un objet à afficher. Bon, en général, on en a plus, mais ce qu'on explique pour un peut se généraliser à plusieurs, donc ce n'est pas un problème. Et le rectangle bleu que vous voyez là, ce n'est pas nécessairement l'objet à afficher. Le rectangle bleu, ça peut très bien être le rectangle englobant d'un sprite à afficher. Vous pouvez voir écrit en bleu la traduction en anglais de rectangle englobant. Et hop, l'objet à afficher, par exemple, il peut avoir cette forme-là, le truc que j'ai représenté avec une courbe au crayon papier. C'est moche, c'est pas fait pour être beau. Bref, donc, on a le sprite qui a une forme quelconque, ça reste de la 2D, c'est du sprite, du sprite quoi, pour des affichages dans un jeu 2D. Et en bleu, c'est son rectangle englobant, c'est-à-dire le plus petit rectangle qui contient tout le sprite. En rouge, je vais noter le centre du rectangle englobant. Comment ça, non? Si. Bon. Et en vert, le coin supérieur gauche du rectangle, mais ça, vous l'aviez déjà remarqué. On va avoir deux variables, que j'appelle x et y comme abscisse et ordonnées, qui sont les coordonnées du point vert à l'écran. Alors quand je dis à l'écran, dans cette phrase, j'entends par là quelque chose de très précis. Le sprite, il a peut-être dans le jeu des coordonnées dans le monde du jeu. Et le monde du jeu, il est probable qu'il soit beaucoup plus grand que l'écran. Mais ces coordonnées dans le monde du jeu peuvent être converties en coordonnées à l'écran, au moment où on veut l'afficher à l'écran. Et dans cette vidéo, on ne s'occupe pas du tout de comment on fait cette conversion. C'est pour ça que j'insiste pour dire que le x et le y qui m'intéressent dans cette vidéo sont les coordonnées du point vert à l'écran. Version alternative de cela, x et y pourraient très bien être les coordonnées du point rouge, celui du centre. Ou on pourrait encore prendre un autre point qui est sur le rectangle ou dans le rectangle en principe. L'idée, c'est que si je décide par exemple que c'est le vert, eh bien, ça sera toujours le point vert. C'est-à-dire que si je veux déplacer mon sprite de 2 pixels vers le bas, je vais juste me contenter d'ajouter 2 à la valeur de y, c'est aussi simple que ça. Mais si, entre-temps, x et y ne désignent plus les coordonnées du point vert, mais un autre point du rectangle, évidemment que ça va fausser le résultat. Donc, on choisit ce qu'on veut comme point qui détermine à lui seul la position du sprite, peu importe que ce soit le vert ou le rouge ou un autre,
mais juste parce qu'en principe, il faut choisir, on va dire que c'est le vert. Après, en pratique, quand vous codez vraiment un jeu, si vos sprites, vous avez besoin de les faire tourner autour de leur centre, je vous conseillerais plutôt le rouge, qui est le centre de la boîte englobante. Ou même éventuellement le vrai centre de gravité du sprite, quelle que soit sa forme, si vous pouvez le calculer. Mais bon, là, on ne s'embêtera pas à faire de rotation, donc le point vert, c'est très bien. Et dans l'histoire, on a aussi des constantes. Les dimensions du rectangle, W la largeur et H la hauteur. Bon, quelle est la différence entre variable et constante? Vous vous en doutez sûrement. Les valeurs d'une variable peuvent changer en cours d'exécution du programme, alors que les constantes, elles ne bougent pas. Et oui, la taille du rectangle englobant de ce sprite, on va considérer qu'elle ne change pas. Le sprite a peut-être plusieurs frames d'animation, mais elles ont toutes les mêmes dimensions. Ah, on n'est pas obligé qu'elles aient toutes les mêmes dimensions, mais c'est le cas le plus simple, hein. Allez, page suivante. Sachant qu'on mettra à jour l'affichage 60 fois par seconde. Bien sûr qu'en pratique, d'autres valeurs sont possibles, mais de nos jours, 60 c'est très courant. Pourquoi? C'est pas le sujet de la vidéo. On veut que le sprite se déplace d'un demi-pixel vers le bas à chaque mise à jour. Donc là, vous voyez, on sent déjà qu'on va avoir des problèmes. Parce que, au moment où je dessine à l'écran le sprite à une position qu'on vient de calculer, eh bien, je ne peux le dessiner qu'à des coordonnées de pixels entières, puisque les pixels ont des coordonnées forcément entières. Donc, ça ne va pas forcément être simple de déplacer d'un demi-pixel. Simplement, si le sprite doit se déplacer d'un demi-pixel à chaque mise à jour, concrètement, le joueur, eh bien, il le verra se déplacer d'un pixel une fois sur deux. Pourquoi c'est intéressant de dire quand même qu'on déplace d'un demi-pixel à chaque fois? Eh bien, c'est parce que les nombres que j'ai choisis là, ce sont que des exemples. Je pourrais décider qu'à chaque mise à jour, le sprite se déplace de 3/4 de pixels, de 19 tiers de pixels. Et pourquoi pas? Hein, si c'est moi qui code le jeu, je fais ce que je veux. Première remarque, la vitesse de déplacement est donc une vitesse constante, en l'occurrence parce que je n'ai pas parlé de l'accélération, on va considérer que la vitesse est constante, est égale à 30 pixels par seconde. Ah oui, je me déplace d'un demi-pixel 60 fois par seconde. Donc en 30 secondes, pardon, en une seconde, le déplacement est de 30 pixels. Mais remarque 2, autrement plus intéressante, en pratique, le choix d'une telle valeur dépend de beaucoup de facteurs et c'est hors sujet pour nous today. Pourquoi je dis que la remarque 2 est beaucoup plus importante que la première? Parce que la remarque 1 pourrait laisser supposer que le programmeur du jeu a décidé que ce sprite-ci se déplacerait à 30 pixels par seconde et que c'est après avoir fait ce choix qu'il s'est dit « Ah, ben, puisqu'il y a 60 mises à jour d'affichage par seconde, ça revient à se déplacer d'un demi-pixel à chaque fois. » Oui, sauf que en pratique, et encore une fois, aujourd'hui on se restreint à un cas précis où toutes les valeurs sont connues, mais en pratique, l'affichage pourrait ne pas être systématiquement de 60 fois par seconde. Peut-être que le jeu qu'on fait va avoir une fréquence de rafraîchissement différente selon la machine sur laquelle il tourne. Et puis, quand on dit un demi-pixel, ben, quelle est la résolution spatiale de l'écran? Un déplacement d'un demi-pixel de long, c'est pas la même chose si on fait un jeu qui tourne dans une vieille résolution pourrie du genre 320 x 200 que si on fait un jeu dans la dernière résolution immense qui existe aujourd'hui. Donc, en réalité, je veux vraiment que vous preniez conscience d'à quel point on simplifie le problème aujourd'hui. À chaque mise à jour de l'affichage, eh bien, X, son abscisse est inchangée, puisque je veux le déplacer que vers le bas, verticalement. Donc sa valeur de X, finalement, elle ne va pas changer pendant toute la durée du déplacement. Alors que Y va être augmenté de 0,5. Je précise bien plus 0,5 pour dire que c'est 0,5 dans le sens de l'axe, donc ce sera bien un déplacement vers le bas.
et la valeur du déplacement de chaque étape, de chaque mise à jour de l'affichage, je la note dy. Bon, on peut lire ça différence en y, par exemple, si on veut. Et ça, cette petite valeur qui est ajoutée à y à chaque mise à jour de l'affichage, c'est aussi ce que j'appelle l'incrément de y. Il y a aussi un incrément de x, mais il vaut 0. Hein, donc, dans la suite de la vidéo, vous allez voir que x, on ne s'en préoccupe pas forcément beaucoup, mais évidemment qu'on pourrait appliquer les mêmes principes à x qu'à y. Parlons maintenant des types de nombres dont nous avons besoin. On les a déjà évoqués et il n'y en a que deux. D'un côté, on a les coordonnées théoriques qui désignent la position d'un objet de notre sprite sur l'écran, qui sont des floats. Bon, des nombres à virgule flottante, ça s'appelle, ou des flottants. Ce sont des nombres qui ne sont pas forcément entiers et que les ordinateurs savent manipuler facilement. Leurs circuits sont faits pour ça. Donc, on a besoin de float car ces coordonnées-là ne sont pas toujours entières, vous l'avez compris. Et puis, il y a aussi les coordonnées d'affichage strict, c'est-à-dire que une fois qu'on connaît les coordonnées théoriques qui ne sont pas nécessairement entières, quelles sont les coordonnées entières de pixels auxquels on va réellement afficher le point vert de notre sprite. Et à partir du point vert, tout le reste, évidemment. Hein. Il suffit de balayer un rectangle et c'est réglé. Si j'appelle x0 et y0 les coordonnées d'affichage, on peut tout simplement considérer que x0 c'est l'arrondi du float x et que y0 c'est l'arrondi, tiens j'ai oublié un n, du float y. Alors vous pouvez voir que là j'ai écrit du pseudocode avec une syntaxe très proche du langage C. Ce sera le cas aussi sur les pages suivantes. Et oui, vous allez suivre même si vous n'avez jamais fait de programmation. Première méthode. Au moment où le sprite apparaît à l'écran, on peut avoir une ligne de code qui ressemble à ça. On déclare une variable x de type float et on range dedans une valeur qui est la valeur initiale de x. Alors, si j'ai écrit ça dans une couleur spéciale, valeur initiale de x, c'est pour dire que dans du vrai code, sans doute qu'à la place de valeur initiale de x, il y a, je ne sais pas, un appel de fonction particulier ou une lecture d'un champ d'une struct pour savoir à quelle abscisse le sprite doit apparaître. Et puis, pareil pour l'ordonnée. Bon. Ensuite, x0, ça va être la valeur arrondie de x. Mais attention, x0, c'est un entier, c'est vraiment une coordonnée de pixels. Donc, je me restreins au cas où on augmente y de 0,5 à chaque étape et où x ne bouge pas. Donc, je peux déjà calculer x0. Ensuite, on n'est plus au moment où le sprite apparaît, on est à chaque mise à jour de l'affichage à partir du moment où le sprite est apparu. Chaque mise à jour de l'affichage, eh bien, je augmente y de 0,5. Donc, en langage C, l'opérateur plus égal, ça veut dire que j'ajoute 0,5 à la valeur actuelle de y. Je rappelle qu'on n'a pas besoin de modifier x. Et ensuite, je calcule la nouvelle position y0 qui est l'arrondi de y. Bon, et les points de suspension, c'est quoi? Ben, sûrement qu'on fait un appel de fonction qui permet effectivement de blitter, entre guillemets, le sprite aux positions x0, y0 dans l'écran, sur l'écran. Question. Les développeurs de jeux vidéo procéderaient-ils ainsi? Dans ce cas exact, précis, où il suffit d'ajouter 0,5 à y à chaque fois. Ma foi, c'est très possible. Je pense qu'il y a beaucoup de développeurs de jeux qui se servent des floats ou des doubles abondamment, mais autrefois, ce n'était pas le cas. Alors, autrefois, quand? Il y a 30 ans, il y a 40 ans, peut-être jusqu'à il y a moins que ça, je ne saurais pas dire. Mais, pendant longtemps, j'ai entendu dire qu'il fallait éviter de se servir d'autre chose que de nombres entiers pour les valeurs numériques cruciales dans un jeu. Et il y avait de bonnes raisons à cela. À une certaine époque, les calculs sur les entiers et sur les flottants n'avaient pas du tout la même rapidité. Les calculs sur les flottants étaient beaucoup plus longs. Sachant que dans les jeux vidéo, les performances étaient parfois cruciales, les programmeurs avaient l'habitude effectivement de se passer
des nombres flottants et de faire le plus de choses possible, rien que grâce à des entiers. Et ce qu'on va expliquer dans la suite de cette vidéo, vous verrez, ne fait effectivement emploi que de nombres entiers. Mais ce problème-là de performance, c'est pour de vieilles machines. Ça fait longtemps maintenant que les ordinateurs sont très performants sur les calculs flottants. Et pourtant, il y a peut-être de bonnes raisons aujourd'hui parfois d'essayer de se passer des flottants en raison de certains petits problèmes microscopiques qui sont dus à la façon dont les flottants sont représentés dans les ordinateurs. Ce que j'entends par là, c'est la façon dont, à l'aide de simplement des 0 et des 1, on peut représenter des valeurs non entières. On n'en dira pas plus sur ce sujet, parce qu'on fait une vidéo cool pour tout le monde, là. Mais ça peut être assez intéressant pour ceux qui veulent en savoir plus. On reprend. Voici donc l'idée numéro 2. Cette fois, x et y sont des entiers. Vous ne rêvez pas, les variables x et y qui étaient censées contenir les valeurs les plus exactes possibles, donc généralement non entières, de l'endroit où il faudrait idéalement afficher la bébête à l'écran, dans cette version-là, ce sont des entiers. Mais l'incrément, rappelez-vous le petit dy, va changer d'une fois sur l'autre. Donc au début ça commence comme ça ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure, sauf que cette fois x et y sont des int et non des floats. Et à la énième mise à jour de l'affichage, si jamais n est pair, c'est-à-dire si le reste de la division de n par 2 est égal à 0, eh bien on ajoute 0 à y, et sinon on ajoute 1. Et oui, au lieu d'ajouter 0,5 à chaque fois, ce qu'on ne peut plus faire quand x et y sont des int, on ajoute tantôt 0 et tantôt 1. Petite remarque, ajouter 1 à y, ça peut aussi s'écrire y++ en langage C, ou même ++y, mais on ne va pas batailler là-dessus aujourd'hui. Alors, mieux, la partie du if-else, là, peut être réécrite autrement. Si n est impair, on ajoute un y. Voilà, en fait, si n est pair, on ne fait rien. Petite remarque, les variables que j'avais appelées x0 et y0, on n'en a pas besoin là. En fait, elles sont rigoureusement égales à x et y. Donc jusque-là, on a dx égale 0 et dy égale 0,5. Facile. Mais problème dans un cas plus général, parce que c'est bien beau de dire je veux faire un déplacement purement vertical, blablabla, mais en pratique, nos sprites, on aimerait bien pouvoir les faire bouger dans toutes les directions. Donc exemple, dans un cas où dx serait égal à 0,037 et où dy serait égal à 1,24, alors j'ai mis ces nombres au hasard, hein. Mais en pratique, les valeurs de dx et dy peuvent être aussi tordues qu'on veut. Bon, dans le cas d'un mouvement rectiligne, souvent dx et y sont égaux respectivement au cosinus et au sinus d'un même angle multipliés par une même valeur. Bon, les plus matheux d'entre vous savent pourquoi, pour les autres, c'est pas grave, vous arrêtez pas à ça, c'est pas le sujet du jour. On connaît des algorithmes qui, en fonction de dx et dy, calculent quels incréments entiers ajoutés à x et à y, eux aussi entiers, pour que les valeurs successives par x et par y soient idéales, c'est-à-dire pour que ces valeurs entières soient à chaque étape les plus proches possibles des valeurs float réelles qu'on aurait si on faisait les calculs avec des floats. Et là, je pense que c'est ce que Anthony expliquait dans le live, au moment où on a parlé de ça, je pense qu'il évoquait ces algos-là. Nous allons voir une autre méthode de faire tous les calculs rien qu'avec des nombres entiers. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle n'a pas besoin des algorithmes que je viens d'évoquer à la fin de la page précédente. Idée numéro 3, nous allons parler des calculs dits en virgule fixe. Et c'est ce type de calcul que j'ai essayé d'expliquer dans la vidéo du live. Et là, on va refaire ça en mieux. La petite astérisque en rouge, c'est pour me rappeler que je dois dire quelque chose de plus à ce moment-là. C'était quoi déjà? Ah oui,
c'est que ce serait assez intéressant de vous expliquer pourquoi on appelle ça du calcul en virgule fixe, ainsi que pourquoi les nombres non entiers représentés directement dans les circuits des ordinateurs sont dits au contraire en virgule flottante. Mais pour ça, il faudrait qu'on fasse une ou plusieurs autres vidéos sur la façon dont les ordinateurs représentent tout plein de types de nombres qui sont utiles pour nous humains, rien qu'à l'aide de 0 et de 1. Donc, on ne va pas pouvoir s'appesantir là-dessus aujourd'hui. Cela dit, si ce genre de sujet vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite chose à vous suggérer. Bref, dans l'idée 3, x et y restent des entiers. Leur valeur est systématiquement multipliée par 1024. Ça vous semble très bizarre? Vous en faites pas, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Et les coordonnées d'affichage sont donc x sur 1024 et y sur 1024. Donc, on commence par poser que x c'est égal à 1024 fois valeur initiale de x, et pareil pour y. Ensuite, à chaque mise à jour de l'affichage, on ajoute 512 à y. Cela revient à ajouter 0,5 à y quand on travaille en mode float. Et oui, on ajoute 512 à y, mais dans un monde où l'unité a été multipliée par 1024 en quelque sorte. On enchaîne, on a donc y0 qui vaut y divisé par 1024, ce qui revient à tronquer. Et oui, les valeurs théoriques qui ne sont pas des nombres entiers de x et y, en faisant ça, on tronque à l'entier, on n'arrondit pas à l'entier le plus proche. Voilà. D'où, version alternative, on calcule plutôt y0 égale y plus 512, le tout divisé par 1024. Ça revient réellement à arrondir. Toujours dans la série idées alternatives pas bêtes. Premier point, remplacer les multiplications par des décalages vers la gauche et les divisions par des décalages vers la droite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Dans les petites classes, on vous apprend que pour multiplier un nombre entier par 10, il suffit d'ajouter un 0 à droite. Ou que pour le multiplier par 1000, il faut ajouter 3 zéros. Ajouter 3 zéros à droite, c'est pareil que décaler le nombre de 3 crans vers la gauche. Bon, eh bien, en informatique, on peut faire des décalages vers la gauche ou vers la droite pour multiplier ou pour diviser des nombres entiers, du moment qu'on veut les multiplier ou les diviser par des nombres qui sont des puissances de 2 et non des puissances de 10, parce que avec la représentation binaire des nombres qu'il y a dans les ordinateurs, eh bien, c'est quand on multiplie, mettons, par une puissance de 2, que ça revient à ajouter des zéros à droite. On a donc tout intérêt à choisir comme multiplicateur un nombre qui est une puissance de 2, par exemple 1024, parce que ça permet de faire des opérations de décalage au lieu d'avoir des multiplications et des divisions pour le même résultat à l'arrivée. L'intérêt de la chose, c'est que les ordinateurs sont plus rapides pour faire des décalages que pour faire des multiplications ou des divisions. Allez, on reprend. Mais, autre alternative, si une précision au 1024e de pixels ne suffit pas, vous pouvez toujours refaire ce qu'on a déjà expliqué de la façon suivante. Au lieu de multiplier les valeurs initiales de x et de y par 1024, vous choisissez une autre puissance de 2 plus grande. Là, on aura une précision au 65 536e de pixels. Quand j'ajoute des incréments, mettons du type 512 pour ajouter 0,5, parfois, les valeurs ajoutées ne permettront pas de représenter la valeur exacte. Par exemple, si je veux à chaque fois que mon y n'augmente pas d'un demi-pixel, mais de 1/3 de pixel, je suis embêté parce que 1024 divisé par 3, ça tombe pas juste. Et 65 536 divisé par 3 non plus d'ailleurs, puisque c'est multiple de 1024. Donc attention, cette technique n'est pas une sorte de miracle qui nous évite en toutes circonstances toute erreur d'approximation. Mais plus le multiplicateur est grand, plus la précision sera grande. Petite remarque, si le multiplicateur est grand, on risque de vite dépasser la capacité d'un entier 32 bits, d'où le fait que la variable x ici
n'est pas déclaré de type int, mais int64_t, qui est un type d'entier 64 bits. Nous sommes ici sur la page d'accueil de ma chaîne historique. Je mets le lien dans la description de cette vidéo. Et si je l'oublie, vous le réclamez, je vous conseille d'écouter cette vidéo Yann Moix n'aime pas le jeu vidéo que j'avais publiée il y a quelques mois. Mais surtout, je vous informe que à partir du 1er juin 2026, il y aura régulièrement les premières de vidéos de cours de programmation. Ce sont des cours de programmation qui prennent tout à zéro. À zéro, hein, c'est-à-dire que ça commence encore bien plus simple que ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, si ce que j'ai expliqué aujourd'hui vous a intéressé, malgré le fait que c'était austère, malgré le fait que c'est juste j'écris sur des feuilles avec des feutres et je parle, malgré le fait qu'on ne voit pas d'image de code écrit et exécuté pour illustrer ce qu'on raconte, si malgré tout ça vous avez trouvé ça clair et intéressant, je pense que ces vidéos vous plairont. Mais bien sûr, je ne vous force à rien, ni à mettre un petit commentaire si cette vidéo vous a intéressé, ni à mettre un petit pouce bleu, rien. Je ne vous force à rien. Mais je propose des choses. À bientôt.